Salut les primates, salut cher ami. Je vais commencer. Alors oui, déjà, là, je vais faire en mode podcast, hein. C'est bon, ma gueule, tu la connais, t'as pas besoin de la voir. Après, moi, ça me fait des vidéos de 2 gigas. Et bon, à uploader et tout, c'est un peu le bordel. Je trouve que c'est un peu du gaspillage de stockage et de bande passante, en fait, juste pour montrer ma gueule en train de parler. Donc ouais, en cast comme ça, avec quelques images, j'aime bien. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, si tu préfères voir ma gueule quand même, vaguement, si tu préférais qu'elle soit dans un coin de l'écran ou quoi, ou si tu préfères un montage comme ça, avec quelques illus, ou si t'en as rien à foutre, parce que de toute façon, comme 95% des primates, j'imagine, tu écoutes ça en fond, et puis voilà, et tu fais autre chose en attendant. Ce que je te conseille, hein, parce que bon, c'est mieux d'être actif, hein. Enfin voilà, donc je commence par répondre à... Il y a eu pas mal enfin pas de questions, mais de remarques du genre frère, arrête tes anglicismes, c'est insupportable, ça n'a aucun intérêt, et si ça en a un, explique-le. Voilà, et plein de com dans le genre. Alors le truc, c'est que l'intérêt, bah, c'est que je parle comme ça, en fait. Déjà, c'est compliqué de faire des vidéos pour moi, de parler en étant concis, fluide et tout, ça demande beaucoup de concentration et d'entraînement aussi, hein, parce que à la base, je suis nul à ça. Moi, je suis plus fort par écrit. C'est dommage d'ailleurs, je devrais écrire plus des articles sur mon site ou envoyer plus de mails. Je le fais pas, c'est un scandale. Et donc, quand je fais une vidéo, si en plus je dois filtrer tout ce que je dis dès que j'utilise un terme anglish et qu'il faut trouver une traduction machin, c'est super compliqué. Enfin, ça va être le bordel. Je vais tout le temps être en train de bégayer. Bon, il va y avoir au moins 40% de ma RAM qui va être utilisée pour filtrer les trucs anglais et tout. Enfin, c'est super chiant. Surtout que là, j'ai eu ces remarques-là sur la vidéo où je parlais d'informatique. Donc, c'est des termes techniques. Et c'est que des termes anglais. Je sais même pas s'ils existent en français. En fait, tous les trucs techniques, ben, tous les cours, les tutos, les formations, c'est tout en anglais. Donc, les termes techniques, moi, je les connais que en anglais, en fait. Je sais même pas comment on dit en français certains trucs. Et faut savoir que dans une journée, je me sers beaucoup plus de l'anglais que du français, bien souvent. Tu vois, parce que toute ma journée, ben moi je bosse tout seul et je me mets des podcasts de Stéphane Molineux ou des mecs comme ça et je me bouffe que des trucs English toute la journée. Donc, je suis quand même beaucoup formaté. Je parle en français et comme je parle pas beaucoup avec d'autres humains, tout ça, ben j'écoute, enfin j'utilise l'anglais pour écouter et comprendre. Donc, je me sers plus de l'anglais en fait que du français. Donc forcément, il y a plein de mots que je connais en anglais et pas en français. Et il faut savoir aussi, ça il y en a, j'ai l'impression qu'il y a peu de Français qui le savent. C'est normal, les Français parlent pas anglais, donc ils ignorent ça. Ce que je vais te dire, c'est que il y a plein de mots anglais qui n'existent pas en français. Par exemple, wild might, ça n'existe pas en français. Tu vois? Souvent les mecs, voilà, on traduit ça par puissance sauvage. C'est une vague approximation, sauf qu'en vrai, ça veut pas dire ça. C'est des termes beaucoup plus précis qui veulent dire d'autres trucs. Et il y a plein de mots comme ça. Donc des fois, c'est des trucs que tu peux même pas traduire. Donc en fait, c'est pour ça, moi, que je parle comme ça, hein. C'est pas pour me la jouer comme si j'étais Van Damme ou des trucs dans le genre, hein. C'est parce que c'est juste logique. Peter, t'as pas envie de dire nous des fois? Le vrai truc des primates, c'est aussi la force du groupe. Ouais, parce que quand je parle, enfin là c'était sur la vidéo sur les GJ, et en fait, bah, je m'inclus pas dedans. Quand je commente ce qu'ils font, je dis les GJ. Et bon, lui, il me dit ça du coup. Alors oui, bien sûr que la force du groupe, c'est super important. Et dire nous, pouvoir dire nous avec tes potes, avec ton clan, c'est très bien. Bon, le truc, c'est que tu fais attention à avec qui tu dis nous. Si tu t'inclus avec n'importe qui, ça va être la merde pour toi après. Tu vas t'imaginer que il y en a qui sont tes alliés, tes semblables, alors que c'est pas du tout vrai. C'est le cas de tous les gens qui s'amalgament avec l'État, par exemple. Les mecs qui disent oh notre argent, nos impôts, nos trucs. Non mais il n'y a pas de ton argent.
ton argent, il est plus à toi, c'est à l'État, c'est un groupe criminel, il te l'a volé, il est plus à toi. Après, ce qu'il en fait après, quelque part, ça te regarde plus, quoi. Toi, tu t'es fait niquer de toute manière, c'est tout. Donc, je dis nous avec mes potes, pas avec des gens que je connais pas. Voilà, donc voir la vidéo Ami ou Allié que j'avais fait il y a un petit bout de temps maintenant, où j'explique ça, hein, que ben, il faut reconnaître qui sont tes alliés, tes amis ou tes ennemis pour savoir avec qui tu peux dire nous. Kovac Tact, alors il me dit, bon, il me fait un petit paragraphe qui se résumerait par dans un pays sans État, qui financerait voilà, tous les trucs habituels, hein, la police, et en fait, il dit un terme, les infrastructures non rentables. Voilà, tous les trucs non rentables, comme enfin, tous les domaines, voilà, enfin, transport, éducation, tout ça, il cite des choses qui seraient non rentables pour les gens. Et donc, comme les gens en ont quand même besoin et qui seraient pas prêts à payer pour, bah, l'État les prend en charge. Et donc sa question c'est, bah, dans une société sans État, qui prendra en charge tout ça, tous ces trucs pour lesquels les gens seraient pas prêts à payer, en gros. Bah, le truc c'est que voilà, hein, si les gens seraient pas prêts à le payer volontairement, bah, c'est que c'est pas important comme truc, c'est qu'ils en auraient rien à foutre. Donc si volontairement ils voudraient pas le financer, pourquoi mettre un État qui leur mettrait un flingue sur la tête pour les obliger à payer de force? Voilà, c'est tout, hein, il y a juste ça à répondre. Donc, euh, donc moi, je lui ai répondu en dessous, bah, facile, si c'est important, les gens le financeront volontairement. Après, il dit, oui, et il y a des trucs importants pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc, ben, si c'est important pour les autres et pas pour moi, c'est pas à moi de le financer. Si je veux pas acheter un truc, c'est pas à moi de le financer. C'est à ceux qui veulent l'acheter. C'est à ceux qui estiment en avoir le besoin. C'est à eux de le financer. C'est pas aux autres. Donc ça, c'est la base, c'est le droit de propriété. C'est le respect des libertés individuelles, en fait, hein. C'est très simple comme concept. Je vais te filer en fait, un petit fondamental en économie, hein, qui est super important. C'est que quand tu fais un deal, euh, toi, tu estimes faire une bonne affaire. Tu estimes que tu vas échanger quelque chose de valeur supérieure à ce que tu vas recevoir. Et l'autre en face, c'est la même chose pour lui. Mettons, toi, tu as du fric, le mec en face, il a des produits qui, voilà, lui, il a fabriqué une usine et tout, il arrive à chier des produits par milliers. Pour lui, c'est facile parce qu'il est super spécialisé là-dedans. Pour lui, ces produits, bah, il les met à un prix pour lequel il peut produire à moins cher. Donc il fait un bénéfice. Et puis toi, bah, en achetant, tu vas dépenser les sous, tu as le produit fini qu'il a fabriqué avec son usine, et puis pour toi, ben, ça a beaucoup plus de valeur parce que ça t'évite d'avoir à le fabriquer toi-même, à créer tout le système, faire toute l'ingénierie qu'il y a derrière et tout. Donc tu gagnes. Les deux y gagnent. Chacun fait une bonne affaire parce que pour lui, ce qu'il reçoit est d'une valeur supérieure. Donc, la valeur est subjective pour chaque personne. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un deal qui est fait, il y a une valeur qui est créée. Il y a une création de richesse. Parce que les deux se sont enrichis. Donc, bah, tout part de là, en fait, hein. Si l'État t'oblige à faire un deal que toi, t'as pas envie de faire, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur pour toi. Donc, il t'oblige à faire un deal où plutôt que de gagner de la valeur, tu en perds. Donc, il t'oblige à échanger quelque chose que tu as contre quelque chose que tu estimes de valeur inférieure. Donc, à ce moment-là, il détruit de la richesse. L'État détruit de la richesse. Voilà. L'histoire de la valeur, là, sur les deals qui génèrent de la valeur, c'est aussi une des raisons qui fait que il n'y a pas besoin de... Tu sais, on entend souvent les gens dire ah, mais oui, telle personne a beaucoup de sous, ou les riches, ils doivent filer du fric à la charité parce que ils ont plus de thunes, donc ils doivent tout filer à la charité, quoi. Le truc, c'est que
un mec qui s'enrichit, dès le moment où il s'enrichit, il l'a fait par des deals. Et donc, il a créé de la valeur. Donc, il a aussi enrichi d'autres personnes. Tous les gens avec qui il a fait des deals, il les a enrichis avec son système. Donc, il n'a même pas besoin de faire la charité pour aider les autres. Le simple fait qu'il gagne de l'argent, en vertu de ce principe d'échange qui crée de la valeur, ben, la richesse de quelqu'un est bénéfique à l'autre aussi. Donc il n'y a même pas besoin. Je veux dire, si tout le monde fait plein de deals bénéfiques pour lui, ça va améliorer la société de toute manière. Alors évidemment, quand je parle d'un mec qui s'enrichit en faisant des deals, on est bien d'accord que je parle sur un marché libre, hein, justement où il n'y aurait pas d'État. Je te parle pas du mec qui devient super riche parce qu'il a ses potes du gouvernement qui lui ont fait passer des lois ou qui lui ont filé des chantiers en échange d'une enveloppe et tout ça, hein. Voilà, je te parle d'un mec normal dans une société qui est non corrompue parce qu'il y a un État. Simon, salut Matt, sympa ton look de hacker. Par contre, la musique de fond, pas vraiment top. Est-ce une tentative de stimuler le process d'attention de manière inconsciente? Non, pas du tout. Non, j'en ai rien à foutre de tous ces genres de conneries. Je mets une musique en fond parce que je les trouve bien et que ça fait bonne ambiance. Belial77, le Puputov, la nouvelle arme des manifestants vénézuéliens à base d'excréments. Et là, il me met un link sur un article où donc bah, c'est au Venezuela et puis c'est expliqué que les mecs ils gerbent, ils chient dans des bouteilles, ils fabriquent des mixtures dégueulasses et ils balancent le tout sur les miliciens de l'État. C'est vraiment horrible. C'est vraiment dégueu. Ah ouais, non, là c'est crade. Balancer des bouteilles de merde liquide mélangées à je sais pas quoi, non. Ah, non, c'est crasseux comme truc, il faut le dire. Morphine, cool la vidéo, Matt, t'es actif, ça fait plaisir. Comme l'a dit Oleg, les gilets jaunes, c'est bien, mais quand l'État va envoyer l'armée, il n'y aura plus de gilets jaunes, ils sont full stuff, ils ont trop d'avance. Le top, c'est de fuir à la campagne et de s'entraîner comme un primate. Ben ouais, alors après ça, ouais, hein, individuellement, oui, ça c'est la différence entre les solutions individuelles et collectives après, hein. Le truc, c'est que ça commence toujours par des trucs individuels. Et puis, à un moment, quand il y a suffisamment d'individus qui ont fait leur solution individuelle dans leur coin, compris en puissance, ben, collectivement, voilà, ils peuvent se regrouper. Mais bon, au début, tu fais ton truc tout seul. Et puis après, tu t'agrandis en fait. Tu vas le faire avec ta famille, avec tes potes, et ça te fait ton petit groupe. Et puis s'il y a d'autres petits groupes qui font comme ça, ben, ils vont se faire des alliances aussi entre eux, et puis après, ça peut faire un gros truc collectif. Et c'est au moment où il y a le gros truc collectif, où il y a les grosses décisions collectives, que ça fait des changements, vraiment. Et pour qu'il y ait ces gros trucs collectifs, ça part toujours d'une évolution individuelle, en fait. Et bon, ouais, les gilets jaunes, voilà, difficile de dire si, on va dire, si les leaders du mouvement, c'est des gens qui ont déjà fait du travail pour évoluer individuellement ou si c'est juste des gars comme ça qui ont dit, allez, il y en a plein le cul, à les couilles, on se met des gilets, on va manifester, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas, voilà, la plupart des gens qui sont dedans, c'est pas des gens qui font du travail sur eux pour mettre déjà des solutions en place, quoi. C'est juste des gens qui ont, voilà, comme j'avais dit en fait, hein, qui ont cautionné l'État pendant longtemps, et puis là, ben, ils sont en train de se faire dévorer, donc ils ont mal, donc ils réagissent. Voilà, là, c'est à peu près ça, quoi, qui est en train de se passer. Pour ton histoire de l'État qui va envoyer l'armée sur les GJ, il faut voir, je sais pas, est-ce que l'armée irait affronter les GJ pour les exterminer? Je sais pas, il faut voir. Je pense qu'il y a une grosse différence de mentalité entre l'armée et la police. Les militaires, c'est pas du tout comme les flics. C'est c'est un gros appareil d'État et tout aussi, hein. C'est un bras armé de l'État. Ils vont faire la guerre et tout. Tu vois, c'est le truc super crade. Et en même temps,
Voilà, j'ai l'impression que les militaires sont très différents de la police, hein, à chaque fois. Et puis même dans tous les faits, dans toutes les histoires, ben, s- l'armée, elle est pas aussi à la botte de l'État que la police. Ceux qui sont toujours fidèles jusqu'à la dernière minute à l'État, c'est toujours la police. Donc, bon, est-ce que, est-ce que l'État va se désolidariser? Bon, on sait pas quoi. La police, j'y crois pas trop. Pourtant, la police, ils ont un statut spécial, hein, les policiers français, c'est assez bizarre, hein. Tu sais, normalement, quand t'es en, quand t'es un suppôt de l'État, t'es un mercenaire de l'État, t'es la police. Ton boulot, c'est de maintenir les esclaves par la force dans leur statut d'esclave pour pouvoir leur voler leur fric et engraisser l'État. Normalement, l'État, il te rétribue pour ça. T'as, t'as certains avantages. Enfin, tu vois, tu vas pas traiter de la même manière tes esclaves et ta police. Et en France, bah, bizarrement, c'est c'est ce qui se passe, quoi. Les flics, ils ont des statuts enfin, qui seraient censés être privilégiés parce qu'ils sont du côté de l'État pour dominer les citoyens. Et puis bah, quand la tromperie de l'État marche plus, bah, on leur envoie les flics pour les maintenir par la force. Et pourtant, ils sont eux aussi des esclaves, eux aussi ils sont méprisés par l'État, ils se font enculer, enfin, c'est assez bizarre quoi. Voilà, donc bon. Alors peut-être que c'était voulu de la part de l'État, c'était pour essayer de gratter un maximum. Et puis, bah, c'est peut-être pour ça que là, ils viennent de les augmenter. Ils se disent, bon, allez, là, on a vraiment besoin d'eux pour une fois, parce que la tromperie marche vraiment plus, donc on va les augmenter pour leur dire, voyez, bon, vous êtes nos suppôts, mais bon, quand même, on vous balance des miettes, quoi. Il y a aussi plein de coms où les mecs, vous m'avez envoyé des liens pour calculer la force des passwords, des tutos qui étaient en rapport avec ça, des KeePass, ouais, vous m'avez conseillé KeePass comme gestionnaire de password, tout ça. Merci, c'est cool d'avoir des liens comme ça pour compléter les vidéos. J'ai tout regardé, ouais, j'ai appris des trucs, c'était top. Gwendal, une idée pour remédier au bordel ambiant en France, Frexit, boycott, pu taffer un moment en tant qu'esclave et faire des réserves chez soi, quelles qu'elles soient, pu payer ses impôts, retirer la majorité des thunes des banques en y laissant le minimum vital, blocus des points névralgiques, Sénat, Banque de France, import-export. Ton point de vue de primate non dégénéré serait, je pense, assez efficient car on sait pertinemment qu'on voit bien mieux les couilles quand on augmente sa largeur de spectre. Bisous sur ton cul. Non, pas tout de suite. Ouais, alors, bon, une idée, bon, Frexit, ouais, normal, hein. De toute façon, c'est toujours bénéfique de dégager des gros pouvoirs centraux, enfin de prendre des indépendances des gros pouvoirs centraux, surtout quand dans l'histoire c'est toi qui apportes le plus, parce que bon, la, enfin, France et Allemagne, c'est ceux qui contribuent le plus à l'Europe. Donc bon, forcément c'est toujours intéressant d'en dégager. Boycott, ouais, bah c'est le principe de voter avec son fric, hein. Forcément, tu vas éviter de donner de la thune à des business que tu détestes. Et, et donc, bah, en dessous, tu mets pu payer ses impôts. Ouais, bah, ça va ensemble. En fait, ce que les gens détestent le plus, ce qui haïssent le plus, c'est l'État. Donc, ouais, faire en sorte de travailler le minimum pour payer le minimum de taxes et surtout pas faire de rab parce que tu sais que ça sert à rien, l'État va tout te voler. Oui, c'est un truc à faire pour moi, de vraiment fournir le minimum sur l'économie en currency nationale. Et comme ça, bon, ça t'évite de trop te faire enculer. En tout cas, pas plus que nécessaire. Et puis après, le temps que tu as en plus, bah, rien t'empêche de l'utiliser pour bosser, pour faire des projets où tu seras pas payé en euros ou en currency nationale. Après, ça dépend où tu habites. Donc, tu peux utiliser pour faire des trucs associatifs, tu vois, où tu vas avoir plus ou moins une vie
économique, sauf que c'est pour une assoce, donc tu vas quand même produire des trucs, tu vas quand même en retirer des avantages pour toi et tes potes. Ça peut être faire des projets où t'es pas payé, mais juste t'apprends des choses, tu fais des trucs pour toi, donc tu seras pas rémunéré et ça t'apporte quand même. Même rien que de cultiver son jardin, tu vois, c'est du travail que tu fais, bah tu récupères de la bouffe, des légumes et tout, et tu seras pas imposé sur ça. C'est pas comme au Moyen Âge. Il y a pas des cavaliers qui vont arriver chez toi et qui vont te prendre un pourcentage de tes poireaux, quoi. Donc ça, c'est une manière aussi de se retirer de l'économie, pour refuser on va dire, refuser pacifiquement de se faire enculer par l'État et d'avoir la griffe de l'État sur nous. Voilà, donc plus t'as fait un moment en tant qu'esclave et faire des réserves, ouais. Bah après, ouais, tout ce qui donne de l'autonomie, faire des réserves, c'est toujours bon et c'est le cauchemar des esclavagistes, hein. Plus t'es autonome, plus t'as de réserves et plus ça les fait chier. Eux, l'État, ça les emmerde d'avoir des gens qui ont des économies, d'avoir des gens qui ont, tu vois, à la banque, sur leur compte, de quoi tenir un an ou deux, et que du coup, ils sont pas pris dans l'urgence pour accepter n'importe quel travail de merde ou quoi. Eux, ils voudraient que des mecs qui soient prêts à crever de faim, la main tendue, à dire ah, on veut du travail, on en a besoin et tout. Puis comme ça, avec leurs potes qui contrôlent les corporations, bah, ils peuvent abuser, ils ont le levier de force dans toutes les négociations. C'est ça qu'ils voudraient, c'est ça leur fantasme ultime. Donc rien que le fait de faire des réserves ou de faire pousser ta bouffe ou quoi, ben c'est déjà un acte de résistance. Après, retirer la majorité des thunes des banques, ouais, bah ça c'est la base, hein. Je veux dire, voilà, tous ceux qui écoutent ça, qui laissent plein de thunes à la banque, bon, j'espère que vous savez ce que vous faites, parce que surtout que si vous n'êtes pas au courant, vous savez qu'il y a toutes les lois de prête pour que si jamais il y a l'État ait besoin de thunes ou les banques aient besoin de thunes, ils puissent simplement bon, voler ce qu'il y a sur les comptes des épargnants. Ça, c'est prévu, hein, ça va arriver. Donc voilà, je veux dire, tous les mecs qui ont beaucoup de sous à la banque, c'est une connerie. Il faut laisser un petit peu et puis après, il faut se diversifier. Ou alors laisser ça dans d'autres banques, en d'autres devises que l'euro, dans d'autres pays. Et puis de toute façon, rien que par rapport à l'inflation, c'est mauvais pour la plupart des gens de laisser tout le fric à la banque. Tu perds du pognon, donc il y a pas d'intérêt. Enfin, le seul intérêt, c'est que tu es mobile, c'est que tu as du cash. Et donc, en cas d'opportunité, ben, tu as beaucoup de cash pour pouvoir bouger. Par exemple, ben, il y a deux vidéos, je vous parlais du rapport de Simon Black. Bah, ce mec-là, dans des articles, il expliquait que en ce moment, Warren Buffett, il achète rien, il garde tout en cash. Il est complètement immobile. Et parce qu'il sait que ça va cracher. Donc en fait, le mec, il garde tout son cash. Il est assis sur une montagne de cash. Là, tout le cash qu'il a, il pourrait acheter la moitié des boîtes enfin, je sais plus combien. Enfin, voilà, le mec, il peut racheter plein de boîtes s'il veut, tellement qu'il a de thunes, et il bouge pas du tout. Parce qu'il sait que c'est pas le moment. Il sait qu'il va bientôt y avoir un crash énorme. Et dès que ça sera produit, ben, il va balancer toute sa montagne de cash sur le marché et il va ramasser toutes les miettes. Enfin, il va balancer je sais pas comment on dit, parce que c'est pas des miettes, c'est quand même des boîtes, mais bon, et voilà, il va tout racheter pour des miettes en fait. Et le cash, ça sert à ça. Ça sert à être super mobile en cas d'opportunité. Donc, bon, à moins d'être dans une situation comme ça, garder du cash, il y a pas vraiment d'intérêt. Faut en avoir un petit peu pour être mobile, pour pouvoir, bah, voilà, être mobile, c'est tout. Et le reste, enfin après, il y a pas d'intérêt de garder ça comme un truc qui va servir à stocker la valeur. Voilà, c'est l'or, les métaux, ce genre de trucs. Ok, tu peux storer ta valeur avec. Le cash, ça se dévalue, donc voilà, ça sert à rien d'en garder, quoi.
com de celle-ci, et il y avait un com aussi d'autres gars qui me parlaient des passe-phrases. Et c'est vrai que ça, dans la vidéo, j'ai oublié d'en parler comme méthode pour générer du password. C'est vrai que le top, en fait, c'est de prendre une phrase et de prendre la première lettre de chaque mot, ou les deux premières lettres. Et du coup, ça te fait un password en charabia. Et l'intérêt, c'est que bah, c'est toute une phrase, donc tout le bloc de password, tu t'en rappelles en fait. Il y a pas vraiment de doute possible. Et, et puis ça te fait un password compliqué qui va être fort. Donc voilà, c'était un petit rappel. J'ai oublié de le dire dans la vidéo, donc merci à eux pour m'avoir rappelé ça. Les passe-phrases, c'est le top. Voilà, donc celle-ci, prenez l'exemple. Tous les matins, je fais caca à 8 heures et ça donne TLMJFCA 8H. Voilà, tout simplement. Puis après, tu prends des phrases plus longues et puis ça te fait tes passes. Alguise sur la vidéo des gilets, si jamais ça aboutit à un changement de régime, un changement de constitution avec instauration d'une démo directe, là ça devient super intéressant. J'y crois pas trop, mais on peut rêver. Alors le truc, c'est que bah là, les mecs, ils sont focalisés hein, sur le RIC. Donc, c'est une idée qui est prête dans l'esprit des gens. Donc, bon, c'est une idée qui a mûri, c'est son heure. Donc, même si c'est pas maintenant, c'est ce que les gens veulent. Donc, moi, je pense que ça va le faire, hein, ça va y arriver. Peut-être pas pour toutes les décisions, il faut voir. Parce qu'après, bon, si le gouvernement dit OK, on met le RIC, mais pas pour ça, on se garde encore le droit. Tu vois qu'ils vont pas tout lâcher d'un coup, ils vont proposer des compromis. Donc la question, ça va être à partir de, à partir d'où les gens vont lâcher et vont accepter le marché proposé par l'État. Voilà. Le RIS, c'est une idée qui est arrivée, c'est son heure. Donc ça va le faire. Après, la question, c'est pourquoi est-ce que ça va le faire? C'est quoi les décisions qui seront concernées par le RIS? Est-ce que les gens vont vouloir vraiment le mettre pour tout? Ou est-ce que l'État va proposer un vague compromis et qui diront OK, allez, c'est bon, et puis pour le RIS total, on verra la prochaine fois. Alpha, tu achètes tous tes seaux alimentaires, j'ai plein de rêves sur Amazon, je veux pas me gourer. Bah, c'est simple, enfin, le moins cher pour stocker la bouffe, c'est les pots à miel. Si tu as besoin de gros, enfin, de beaucoup de seaux d'un coup, et parce que tu n'as aucun container, tout ça, que tu veux de l'alimentaire pas cher, les pots à miel, vraiment, c'est ce que j'ai trouvé c'est le meilleur rapport. Voilà. Après, sinon, les bidons de 5 litres, les trucs classiques, j'ai testé, ça marche très bien aussi. Si tu peux récupérer des bidons de 5 litres, à voir ce qu'il y avait dedans avant, s'il y avait des produits toxiques ou quoi, bon là, c'est à éviter, mais si c'est des bidons que tu peux nettoyer et utiliser, ouais, ça le fait. Tu rachètes juste des joints de 50 pour le bouchon, pour que ce soit bien, bien hermétique. Tu remets des joints neufs dessus, et là, ça te fait des bons containers de 5 litres. Voilà. Sinon, sur Amazon, ouais, tous les seaux qu'on voit, j'ai beaucoup regardé aussi sur Amazon, hein. Il y a des seaux de 10, 20 litres qui sont vendus à, je crois, les 20 litres, c'était en gros 8 E, les gros seaux de 20 litres. Les 10 litres, le mieux pour la bouffe, je pense que c'est les 10 litres quand même. Ça coûte pas trop cher et ils sont hermétiques, je pense, hein, la plupart. Enfin, j'en avais acheté deux différents pour tester. Ils sont hermétiques. Voilà. Maintenant, peut-être, enfin, je les ai pas vraiment testés à fond. Tu vois, je les ai pas immergés dans l'eau pour voir si vraiment il n'y a pas d'air qui sort ou quoi. Donc bon, les pots à miel, ça ouais, j'ai testé. Les seaux Amazon, je suis pas sûr totalement, ils ont l'air hermétiques. Après, ce qui est toujours le plus hermétique de toute manière, où là t'es sûr de toi, c'est quand tu prends des trucs qui se vissent, comme les bidons de 5 litres dont je viens de te parler. Enfin, après, t'en as dans toutes les tailles, hein.
Dès le moment où tu as un pas de vis et que tu mets un joint dessus, là, tu sais que c'est hermétique. C'est certain. T'as aussi les bidons de canoë qui vendent à Decat. Ça c'est hermétique aussi. Tu peux stocker ta bouffe dedans. SC, bien poteau, je t'aime bien depuis plusieurs années, frère. Delphine, je t'adore, t'es génial. Faudrait plus de gars comme toi. Merci, c'est sympa les petits coms, gentils. Et après, elle me dit, c'est peut-être pas ton truc ce que je vais te dire. Peux-tu faire une vidéo qui parle de séduction, genre homme-femme relation? Bah, j'en sais rien, aucune idée. Peut-être, ouais. S'il y en a qui ont des questions là-dessus, envoyez, on verra bien ce qui sort. C'est pas, on va dire. Ça, c'est pas, on va dire, à la base. Tu vois, moi, je suis un geek à lunettes, qui a même pas de lunettes, qui joue à l'Amstrad. Donc, voilà, tous les trucs, séduction, tout ça, c'est un truc, bon, auquel je me suis intéressé, sauf que j'en ai déduit, en ayant étudié le truc, que c'est pas mon truc, en fait. Donc en fait, moi si j'ai besoin de parler à une meuf, j'y vais et c'est brut, c'est très basique. Il n'y a pas de technique comme tous les gros tchatcheurs que tu peux voir des fois sur Internet, sur les forums. Ils te racontent des techniques de fou et tout. Ça en est même ridicule des fois, même souvent. Et voilà, j'y vais comme ça et tu vois, ça va être du genre, salut, t'es prof de français? Si elle me dit non, je dis ok, ça va, je peux te parler alors. J'avais peur, me voilà rassuré, et puis tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Et ouais, c'est pas mal ça comme truc, tu vois. En fait, ça me fait penser, il y a. Ouais, parce qu'il faut faire gaffe à ça, imagine, tu vois une meuf qui t'attire vaguement, tu commences à lui parler, et au bout de 2 minutes, tu te rends compte que c'est une prof de français, la meuf. T'as perdu ton temps, t'es dégoûté. Ouais, ouais. Pire, imagine tu te la fais et après t'apprends qu'elle est prof de français en vérité. Ah putain, là t'es dans la merde. Enfin voilà. Ah, une fois, ça me rappelle aussi une fois, j'étais dans une salle d'entraînement et il y avait, euh, il y avait une meuf qui s'entraînait à côté de moi. Je me dis, ouais, elle est jolie cette fille et tout. Et puis direct, je me dis, ouais, mais si ça se trouve, c'est une flic. Tu vois, j'ai eu un espèce de réflexe comme ça. Je me dis, mais si ça se trouve, ça doit être une flic, elle. Et du coup, bon, voilà, je la laisse, je fais mon truc. Et 10 minutes après, il y a une bagnole de flic qui arrive et ses collègues, ils viennent la chercher. C'est marrant quand même. Alors que c'était la première fois que je me disais ça. Moi, d'habitude, je me méfie plutôt que ce soit pas des profs ou des instits, tu vois, ou des merdes comme ça, quoi. Mais bon, après, quand c'est, tu vois, flic, c'est pas trop forcément le truc auquel je pense, quoi. Et ce jour-là, j'ai pensé à ça, et j'ai eu 10 minutes après la confirmation qu'effectivement c'était vrai, quoi. C'est étrange, des fois, on a des espèces d'instincts. Enfin voilà. Et ah, mais c'est un bon truc, ça n'empêche, hein. C'est un pour, pour savoir qui est la meuf, parce que ton but c'est ça en fait, si tu vas lui parler, c'est de savoir rapidement qui c'est pour voir si elle te correspond. Donc t'y vas, et puis bon, plutôt que de lui dire t'es qui, ce qui est un peu vague, tu lui dis salut, t'es flic, t'es prof de français, puis si elle te dit non, tu lui dis ah bah ça va, alors je peux te parler, je suis rassuré, et puis hop. Enfin voilà, bref, sur ce genre de compétences, j'ai pas de technique, j'ai pas de trucs spéciaux, juste j'ai compris le but, voilà, j'ai mon but quand je fais ça, et puis après, c'est très bourrin, hein. Même des fois, c'est trop bourrin même. Ça fait un peu flipper. C'est pour ça que dans la vidéo où, tu sais, où je parlais du t-shirt Crazy White Boy là, que j'allais faire, bah, je parlais de ça, quoi. Si tu vas voir la meuf, tu commences à lui parler, elle flippe, mais elle voit ton t-shirt, elle voit écrit Crazy White Boy, donc du coup elle se dit, ah ça va, c'est juste un Crazy White Boy et tout. Mais c'est parce que ça m'est déjà arrivé en fait, ça, que, que j'aille parler à quelqu'un, et puis
Tu vois, la fille, elle flippe un peu, quoi. Elle se dit, putain, c'est quoi ce gars? Qu'est-ce qu'il me veut? Vite, je vais appeler la police, quoi, presque. Voilà. Bon, après, c'est pas. Ça dépend de l'environnement aussi, bien sûr, hein. C'est sûr que bon, quand t'es à Marseille, c'est une ville de merde, tu te fais agresser tout le temps, ouais, tu vas parler à une fille, autant elle vient de se faire agresser 10 fois, toi tu vas lui parler, petit blondinet tranquillement, et puis bon, bah elle va se dire putain, encore un enculé, quoi. Le truc que je peux dire là-dessus, ce serait, moi j'aime bien quand tu vas parler à la personne, et c'est comme si tu la connaissais déjà, c'est-à-dire, si t'as, bah tiens, ça me rappelle un truc, une fois j'étais avec un pote dans la rue, et je parle à quelqu'un, et puis, bon, après, voilà, on s'en va. Et mon pote, il me dit, ah, enfin, c'est qui cette meuf? Tu la connais d'où et tout? Je dis, bah, je la connais de là, comme tu viens voir. Et il me dit, ah, tu la connaissais pas? Tu lui as parlé comme ça, là? Je dis, ouais, ouais. Il me dit, ah ouais, mais on aurait dit que vous vous connaissiez et tout. Et en fait, ça, je trouve ça intéressant, tu vois, que tu parles à la meuf, faut que les gens, idéalement, je pense, faudrait que les gens autour, ils aient l'impression que vous vous connaissiez déjà, tu vois. Sauf, enfin, au niveau de la forme. Après, dans les questions que tu lui poses, c'est des trucs, c'est des, tu la connais pas, donc dans le fond des questions, ça se voit que tu la connais pas. Après, dans la discussion, il faut que ce soit fluide, en fait. Voilà, moi j'aime bien ça. Voilà. Voilà, c'était les conseils, les conseils pick-up du jour. Willows tête d'os, rien ni personne n'est plus violent que la violence sociale que nous fait subir ce gouvernement et les précédents, celui-là au pouvoir et les précédents au pouvoir. Eh ben oui, ouais, c'est sûr. Les gouvernements, c'est les institutions les plus violents, hein. La police, c'est le gang le plus puissant et le plus dangereux de la planète. Et les gouvernements qui les contrôlent, ben, au XXe siècle, ils ont été responsables de 260 millions de morts. 260 méga morts, ça fait beaucoup de morts. Tués par l'État du pays où ils habitaient. Donc on ne parle pas de euh, pays qui se font des bastons entre eux, de morts dans des guerres ou quoi. C'est des mecs qui ont été tués à domicile par les gens qui leur avaient fait croire qu'ils faisaient du business de protection avec eux. Tu me files du fric, tu restes en vie, je te tue pas et en plus je te protège. Ça n'a pas marché. Encore beaucoup de questions sur l'État. Voilà, quand je parle de société sans État, tout ça, il y en a qui posent. Enfin, il y a beaucoup de com du genre tu dis n'importe quoi, c'est c'est de la merde ce que tu dis, c'est pas possible, machin. Et puis il y en a qui posent des questions techniques sur comment on ferait pour ci, pour ça, pour financer tel truc. Bon, alors, en fait, pour essayer de répondre très rapidement à ça, alors déjà, pour tous ceux qui s'intéressent à ce genre de questions techniques, vous pouvez aller sur le site de l'économiste autrichien Ludwig von Mises. Donc c'est en fait, c'est pas son site, c'est le site d'un institut qui a pris son nom. Voilà. Et donc eux, enfin c'est un site qui est une mine d'infos. Il y a plein de conférences d'économistes et tout ça qui expliquent tous ces principes de comment marcherait une société sans État, tout ça. Et là, ça rentre vraiment dans la technique pure, de la technique économique. Là, pour répondre simplement et très rapidement à ça, en fait, imaginez-vous que une société sans État, ce serait pareil que la société qu'il y a maintenant, sauf qu'il y aurait une possibilité de... Enfin, tous les services seraient volontaires. Imagine qu'il y aurait un État ou plusieurs États imbriqués les uns dans les autres, et puis tu peux souscrire aux options proposées par cet État, et tu peux désouscrire aux options que tu veux. Et puis chacun prendrait les services qu'il veut. Voilà, ça ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça. Faut pas s'imaginer le truc, voilà, ce serait le bordel, il y aurait plus rien, il y aurait plus de route, les immeubles brûleraient à l'infini parce que tous les pompiers auraient été virés et feraient la charité dans la rue, à attendre sous les ponts la main tendue, je sais pas où, ou en centre-ville. Voilà, non, ce serait pareil, sauf que ce serait géré de façon volontaire. Et bah, ceux qui construiraient les routes, ce seraient les mêmes mecs que maintenant, c'est-à-dire des entreprises du TP
Et puis bah sauf que à la place que ce soit des mairies ou des départements qui les payent, bah ça serait des gens qui auraient des propriétés, qui habitent dans le coin et qui décideraient communément de construire des routes. Et voilà, et ça se passerait plutôt comme ça. En gros, hein, après, on peut toujours poser des questions de plus en plus techniques. Là, c'est pour répondre vaguement. Après, voilà, pour aller vraiment, enfin, pour ceux qui s'intéresseraient à fond à la question, allez sur des sites comme le Ludwig von Mises Institute. Et là, vous aurez des heures et des heures de conférences, des articles et tout. Voilà, vous aurez tout ce que vous voulez. Après, bon, pour les sociétés sans État, tout ça, là, bon, moi, je vous dis ça, on est entre primates, hein, c'est entre nous. Je sais bien que c'est une idée qui est encore très loin dans l'esprit des gens, hein. Pour l'instant, ils en sont au RIC. Déjà, c'est bien, c'est une évolution et tout. Je soutiens le truc, même si je suis pas démocrate, hein, ça reste de la démocratie de merde. Mais bon, c'est une évolution, donc c'est positif pour l'instant. Vous, par exemple, si vous voulez parler de trucs comme ça à des gens et tout ça, bon, balancez-leur pas forcément le truc du sans état, tout ça. Les mecs, s'ils sont à des niveaux de conscience de vous, ils vont rien comprendre. Donc bon, mieux vaut partir sur une réduction de l'influence de l'État, réduire l'ingérence de l'État au maximum, et puis, ma foi, plus tard, ça fera une étape avant de décréter, bon, bah finalement, l'État, on s'en sert tellement peu, autant le rendre optionnel. Et, et bosser surtout par rapport à des mécanismes de fédération, des trucs volontaires, quoi. Parce qu'il y a aussi souvent l'histoire enfin, le principal, la principale motivation d'un État, c'est la défense. T'as un territoire, bon, si t'as pas ton État-nation, t'as tous les gros à côté qui vont venir t'éclater la gueule. Et donc, bah, pour avoir autre chose que ça, ce serait des mécanismes de fédé. Maintenant, bon, si tu veux pas te prendre la tête à discuter, tu peux juste parler de réduction de l'État. Et puis, voilà, les gens se déshabitueront graduellement à son influence. Et puis, à la fin, bah, quand il n'y aura plus qu'un État qui aura quelques lois communes sur du droit vraiment individuel et l'armée, voilà, l'armée de l'État-nation, déjà ce sera une grosse avancée. Un fouteur de merde. Je pense que le référendum citoyen, même s'il donne l'illusion de plus de justice, donne en réalité plus de pouvoir à n'importe quel sophiste et n'importe quel lobby que c'est déjà le cas. Eh ben ouais, parce que ça reste de la démocratie, hein, donc enfin, que ça donne plus de pouvoir à des lobbies, non, parce que là, un lobby aujourd'hui qui veut se faire passer une loi, il peut acheter le gouvernement ou il a ses lobbyistes qui vont faire pression au Parlement, tout ça. Et tu sais que c'est un métier, hein. T'as des mecs, ils ont des cartes de lobbyistes et ils sont payés pour ça, les mecs, hein. Ils parcourent, voilà, ils passent leur temps à aller au Parlement européen, à aller parler à des politiciens, à leur balancer des arguments pour favoriser plein de lois qui avantagent leur corporation. C'est un vrai boulot, hein. Donc, ouais, ça reste de la démocratie. Donc, dès le moment où tu es en minorité, tu te fais niquer. Maintenant, bon, avec un RIC, ce serait quand même plus dur pour un lobby parce que bon, il faudrait qu'il fasse de la propagande sur les gens. Il n'y aurait pas moyen de hacker le truc en passant directement par l'État, qui est sujet à la corruption et tout ça. Voilà. Les gens sont sujets à la corruption aussi, hein. C'est pour ça que la démocratie, ça marche. En démocratie, c'est un humain, un vote, quel que soit ce mec-là. Donc ça veut dire que ça peut être le mec qui est un très riche propriétaire, tu vois, qui vient d'une famille très ancienne et tout. Les mecs, ils sont pleins de terre, il vaut un vote. Et t'as le mec qui a débarqué hier, tu vois, qui possède rien. Le mec, c'est un clodo, ça vaut un vote aussi. Et donc à partir de là, ça veut dire que c'est pas comme dans un business. Dans un business, tu te dis tiens, je vais sortir tel produit, tu vois ce qui te rapporte le plus, qu'est-ce que les gens sont prêts à le plus payer. Là, dans la démocratie, c'est la loi du nombre. Donc il faut payer au plus grand nombre. Et vu que la foule a souvent tort, ben voilà, hein, ça donne des gros abus et t'as ta société qui périclite après. En fait, t'avais des sociétés où seuls les propriétaires avaient le droit de voter.
Parce que c'est normal, t'as des terres, tout ça, t'as un intérêt économique qui est plus élevé qu'un mec qui possède rien. Donc, t'es plus légitime de voter. Et puis bon, bah après, quand il y a eu des droits de vote à des mecs qui avaient rien, du coup, ben, ça impacte les décisions. Le type de loi qui va passer, forcément, elles vont être différentes. Et plus t'as des sociétés basées sur la démocratie qui donnent le droit de vote. J'aime pas utiliser ce terme parce que le droit de vote, ça veut dire que tu as le droit d'imposer quelque chose à tout le monde. Et bon, t'as pas le droit d'imposer quelque chose à tout le monde. Enfin bon, voilà, le privilège de vote, disons, c'est voilà, dès le moment où c'est donné à n'importe qui, voilà, ça devient de plus en plus n'importe quoi. Le truc à la Rémi Gaillard et tout. C'est comme si tu avais un meeting, une AG d'une boîte, d'une société ou quoi. Et puis bon, les mecs, ils ont des parts dans la boîte, ils prennent des décisions. Et puis t'as un gars qui rentre dans la réunion, qui fait même pas partie de la boîte, il sort de nulle part, il a rien. Et il dit, bah moi je pense que ça, je vais voter pour telle mesure dans votre boîte. Et imagine que le vote de ce mec-là compte autant que celui du gars qui est actionnaire à 40%, tu vois. C'est ça l'idée du truc, ce serait complètement con. Et c'est la société qu'on a. Donc le RIS, ben ouais, ça reste de la démocratie, hein. C'est genre, putain, les gars, on se fait chier à cette soirée. Qui vote pour qu'on encule Jean-Pierre? Ah, désolé Jean-Pierre, bah on a tous voté, hein, fair and square, hein. Donc c'est comme ça, c'est le système. Voilà. Donc le RIS, ça reste de la démocratie, hein, rien de plus. Voilà, faut pas rêver. Ça reste un truc d'esclave, hein, enfin, ou d'esclavagiste, ça reste autoritaire. T'in- Tu imposes quelque chose à tous les autres. Voilà. Si tu gagnes, voilà, tu fais ce que tu veux. Si tu perds, malheur à toi. LCX-77, je suis prêt pour la guerre, tu penses quoi des armes à feu? Eh bien, j'en pense que pour s'entraîner avec, c'est un peu chiant parce qu'il faut aller dans un stand de tir. Parce que si tu attends la période de chasse et que tu tires dans la forêt avec, eh ben ça fait peur aux oiseaux. Donc voilà, c'est un peu chiant. Sinon, bon bah ouais, après, ma foi, c'est efficace, hein. Arme à feu, tu balances des boulasses en plomb de je sais pas combien de grammes, bon, ça déboîte, hein. The Kiran, le cliché du hacker devant son ordi avec une capuche. Et ouais, attends, alors déjà, chez moi je chauffe pas. C'est l'hiver, ça caille un peu quand même. Je pourrais chauffer, hein, voilà, mais bon, le truc c'est que moi je veux tester un peu ce que ça donne, voir ce que ça fait de passer l'hiver comme ça sans chauffer. Des fois c'est un peu rude, franchement ça passe bien, enfin voilà, tu vois, c'est quand même bien de te dire que t'en as rien à foutre de chauffer chez toi, tu peux très bien te passer un hiver sans avoir besoin de chauffage. Et ça manque vraiment pas beaucoup. Voilà. Sauf, voilà, s'il y a quelqu'un qui vient chez moi, un invité ou quoi, bon, bah, je mets une bûche, et puis c'est bon, ça réchauffe un peu la pièce. Voilà. Et puis après, oui, c'était la vidéo hacker, c'était thématique aussi. J'avais envie un peu de me la jouer Mister Robot. Attends, j'aime bien ce personnage. Donc, hein, tu essayes de me casser ma baraque et ça marche pas. Burst Training, notre prof de maths complètement obtus et coincé ressemblait à une tortue. Il avait droit régulièrement à son remake du générique de Franklin fredonné par l'ensemble de la classe. Dans ce cas, les différences s'effacent et les rires éclatent. Ouais, sur la vidéo de ma story time scolaire. Et ouais, il y a des profs comme ça qui prenaient cher, hein. Moi, le souvenir que j'ai, c'était au collège, on avait le prof de musique. Bon, déjà, la matière considérée comme poubelle, quoi. Un prof de musique, c'est comme l'art plastoc, quoi. Tu vois, c'est le truc méprisé par tous les élèves, quoi. Parce que tu sens que c'est le truc qui va pas forcément t'aider. Tu vois, même en étant lobotomisé et en étant dans la mentalité, on veut des bonnes notes, tout ça, machin, on est des bons esclaves, et ben, c'est même pas compatible parce que tu sais que c'est pas le truc valorisé par le système et que ça va pas t'aider à obtenir des diplômes qui pèsent. Tu vois, pour le mec qui croit au diplôme ou qui a besoin d'un diplôme pour faire une certaine carrière spécifique.
Et donc, ouais, ce prof de musique, en fait, ça lui arrivait des fois de pleurer en cours. Et ouais, des fois, il se tuait tout seul. Une fois, il avait fait, ouais, ceux qui foutent la merde, vous êtes des fascistes, car vous empêchez les autres de travailler, et c'est une attitude fasciste d'imposer quelque chose à quelqu'un. Et là, bon, il se croyait malin à nous avoir fait ce discours, et t'as un petit mec du fond de la classe qui fait, bah, nous, on nous impose bien la musique. Le prof, il dit plus rien. Et ouais, enfin une autre fois, il y avait un mec qui l'avait aussi. Alors c'était à l'époque, tu sais, nous on avait des CB. Et ouais, à l'époque, hein, c'était l'ancêtre d'Internet. Et moi j'avais une CB et je parlais avec un autre gars qui était dans le même collège que moi. Et il me racontait que en fait, bah voilà, c'était les anecdotes, hein, tu vois, c'était le Facebook d'avant en fait. Hein. C'est marrant de reparler de ça. Et ouais, lui il me racontait qu'en fait ce prof, il faisait une démo, tu sais, genre il prend sa flûte, il fait regarder c'est comme ça qu'on fait, il joue son air de pipeau, et là il termine. Et en fait, pendant qu'il jouait, le mec à qui je parlais, il avait fait passer des pièces de la ferraille en fait, hein, à tout le monde dans la classe. Et dès que le prof termine, tous les élèves ils lui ont jeté des pièces, ils lui ont jeté les centimes sur la gueule et tout. Et le mec, voilà, il était en pleurs, quoi. Une fois encore. Mais bon, enfin, en plein cours, il le faisait pas normalement. Souvent, c'était à la fin du cours. Tu vois, le mec, voilà, la sonnerie sonnait, nous, on se barrait, et puis après, si on regardait un peu, on jetait un coup d'œil, on le voyait chialer sur son bureau dans sa classe, quoi. Ça arrivait de temps en temps. Et ouais, c'était un bon enculé ce prof-là d'ailleurs. Full Rome One, je suis d'accord sur le fait que l'immense majorité des gens ont besoin d'un état, d'une entité qui leur dit quoi faire, comment penser, ce qui est bien ou mal, tout ce qui leur donne un cadre. Tu leur donnes la liberté totale, ils sont perdus et la plupart en mourraient au bout d'un moment. Ouais, donc ça, ben merci au camp d'endoctrinement de l'État qui, qui chope les enfants et qui les formate au moment où ils sont le plus vulnérables, pendant les années où ils se construisent. Et puis à la fin, tu as des zombies, hein. C'est des gens qui sont très faibles mentalement et qui sont même plus capables de se rendre compte que la seule liberté qui leur reste finalement, c'est de crever. Alors, après, pour l'histoire de la liberté, bon, des fois c'est bien, tu vois, de déléguer certaines libertés que tu as aussi. Donc, s'il n'y avait pas de maître qui les tenait d'une main de fer pour leur imposer des trucs, eh ben, il y aurait des entreprises qui le feraient à la place. S'il y a des boîtes qui proposent des services ou des trucs qui font que ces gens peuvent se délester de certaines libertés et puis plus avoir à penser à certaines choses, et qu'une boîte s'occupe de ces trucs-là à leur place, ils pourraient choisir de le faire ou pas. C'est ce qu'on fait tous, hein. Il y a des trucs, bah, si t'as pas envie de te faire chier à faire certains trucs, ben, tu peux le déléguer à quelqu'un d'autre. S'il y a des questions, bah, enfin, je pense d'ailleurs que à la base, s'il y a l'État, c'était une manière aussi de déléguer tout ce qui est gouvernance. Les gens avaient pas envie de se faire chier avec ça, et puis graduellement, ils ont abandonné cette liberté. Le problème, c'est qu'ils l'ont donné à un groupe de manière définitive, sans avoir le droit de sortir du truc. Ils ont tellement délégué le truc que ils en ont oublié leur vigilance et donc leur liberté leur a été complètement enlevée. Je sais plus de qui c'est la citation euh, Eternal vigilance is the price of liberty. C'était un ricain, un des pères fondateurs ou je sais pas quoi, là, qui avait dit ça. Et c'est vrai, hein, dès le moment où tu perds ta vigilance, ben, ta liberté t'est enlevée. Après, tu peux aussi choisir de pas te faire chier avec certains trucs et tu les délègues au prix d'un peu de ta liberté. On le fait tous, hein. Tu prends l'exemple, tu prends Zuckerberg. Le mec, c'est le mec de Facebook, hein, pour ceux qui ignorent. Et tu vois, le mec, en fait, il veut pas se faire chier à choisir ses fringues tous les jours. Donc, ben, il a juste des jeans et des shirts. Et le mec est milliardaire. Par contre, si tu le regardes, t'as plus qu'à lui mettre une casquette, on dirait un livreur de pizza, le gars. C'est parce que il veut pas s'emmerder à avoir la liberté de choisir toutes sortes de fringues fancy qu'il pourrait mettre tous les jours.
voilà, il veut pas se faire chier, il veut le matin, il met son shirt, son jean, et c'est parti. Il préfère dépenser son temps pour gérer des sociétés qui pèsent des milliards. Voilà. Et donc, il se déleste de cette liberté de choisir ses fringues. C'est volontaire, c'est fait en conscience, et c'est tout à fait OK. Donc la liberté totale, en fait, personne l'a et personne la veut. Il y a toujours des trucs sur lesquels on n'a pas envie de s'emmerder. Et l'idée d'un, d'une organisation sans État, bah, c'est que tu peux choisir justement chaque aspect que tu vas déléguer et tout est volontaire. Et s'il y a un besoin de gérer quelque chose à la place de quelqu'un, bah, dès le moment où c'est un besoin qui est économiquement intéressant, bah, tu auras des sociétés, des entreprises qui feront ça et qui proposeront le service. Et qui voudra pourra choisir de déléguer telle ou telle liberté. Bon là j'ai fait une petite pause. Allez, on va reprendre les coms. Alors ils sont où? Putain, c'est n'importe quoi, mais combien de tabs j'ai d'ouvert dans mon Firefox? Il doit y en avoir 40. 40 tabs entre les zik, les trucs sur lesquels je suis en train de geeker, mais que j'ai mis en stand-by parce que ça demande un peu de travail et je l'ai pas fait tout de suite. Les vidéos que je veux regarder, ou que j'ai commencé à regarder, mais qu'en fait non. Les trucs que je dois appeler, ah ouais, laisse tomber. Ah ça y est, c'est là. Alors, l'initié, tu aurais pu parler du rôle des flics et de l'autodéfense par milice. Bon, ouais, la police, ouais, c'est vrai il y aurait à en dire. Et bon, ça me fait un peu chier de parler d'eux d'un côté parce que il y en a plein qui le font déjà. Il y a déjà tous les gauchos primaires qui leur cassent des trucs sur le dos tout le temps. Alors c'est vrai qu'ils le font mal. C'est pas très construit en général. Il y a même des gens qui critiquent la police et puis après ils disent non mais bon, il en faut aussi quand même. Voilà, c'est quand même bien. Et voilà, il y a une schizophrénie des fois, c'est un peu bizarre. Ouais, ça vaudrait peut-être le coup qu'un jour je fasse une vidéo exprès pour les flics. Et bon, moi c'est vrai que vu que les flics ils prennent déjà cher, moi je préfère plutôt souvent parler de parler de ceux qu'on encense tout le temps dans la société, bah, c'est-à-dire tout ce qui est enseignant, éducation nationale, parce que eux, tout le monde, par exemple tous les gauchos qui cassent la police, bah en fait, euh, même ceux qui sont extrême gauche, tu vois, qui se disent anards, on est contre l'État, tout ça, les mecs, tu leur poses deux, trois questions, bah en fait, ils t'expliquent que ils kiffent l'État, ils ont aucun problème, ils adorent, oui, taxer les gens qui ont plus de sous qu'eux pour financer les trucs qu'ils aiment bien, pour payer la sécu, payer des aides sociales et tout, ça c'est ok pour eux. Finalement, le seul truc qu'ils aiment pas avec l'État, c'est la police, l'armée. C'est tout. Voilà. Je- Ça me rappelle un truc, ça, je vous l'avais peut-être déjà dit. Je sais pas, j'espère pas me répéter. Là où les mecs ils sont schizo avec la police, c'est que ils vont se dire, ah mais il y en a quand même qui sont gentils, tout ça, donc il y a des bons flics. Et je crois que la grosse confusion elle est là. Il y a des mecs très sympas qui sont flics. J'en ai connu un paquet, hein. J'ai bossé avec eux des fois, même sur des trucs qui avaient rien à voir avec la sécu des fois, hein. Quand à Marseille, des fois, je faisais des figures, des silhouettes, des conneries comme ça, ben, il y avait beaucoup de flics qui faisaient ça en plus. Tu vois, des fois sur des événements comme ça, j'en fréquentais. Puis bon, dans les dojos, bien sûr. Après, j'ai des points communs avec eux aussi, moi, les flics. Il y a, il y a des trucs dans la mentalité, des fois, que j'ai en commun avec eux, malgré tout. Et donc, ben, ça fait que ça m'a amené des fois à en rencontrer certains et à être vaguement pote avec eux. Donc, oui, évidemment, il y a des mecs sympas qui sont flics. C'est pas pour ça que c'est des bons flics. Il n'y a pas de bons flics. Faut pas confondre le truc. Tu peux avoir des bons mecs qui deviennent flics. Voilà, on sait pas trop pourquoi. Et puis voilà. Après, flic, c'est tu prêtes allégeance à l'État en échange d'un chèque de paye de leur part, d'exercer une domination sur les gens pour les parasiter au minimum financièrement, quand c'est pas pour autre chose, quand c'est pas pour se servir d'eux comme cobayes pour des expériences médicales
ou des trucs bien pires. Donc il n'y a pas de bons flics, parce que par définition, le truc est mauvais. Voilà. Après, tu peux tomber sur des bons gars qui sont flics. Et tu peux tomber aussi sur des mauvais gars qui sont flics. Et là, le combo des deux, du coup, c'est super méprisable. Pour l'histoire de la milice, ouais, moi je pense que c'est très bien, hein. Les gens qui se regroupent, qui créent leur propre groupe de protection, tout ça, c'est la base en fait, hein. Il y avait une histoire de 2015, je crois que ça date, c'était le Range Bundy. T'as entendu parler de ça? C'était un ranch, je crois que ça se passait au Nevada, ou en tout cas dans ce coin-là. Si c'est au Nevada, bon, c'est pas étonnant que l'histoire ait eu ce tournant-là, parce que c'est un État qui est plutôt libère, hein. Ils aiment pas beaucoup le gouvernement fédéral, tout ça. Ils ont un souci d'autonomie, les mecs. D'ailleurs, le Nevada, c'est un des États où il n'y a pas de taxes, enfin de taxes d'État sur le revenu. Après, tu as la taxe fédérale et tout, bien sûr. Mais bon, c'est un des États qui taxe pas. Donc voilà, histoire de donner le ton du truc. Et donc il y avait ce mec Bundy qui avait son ranch, rien à voir avec la série. Et il y avait les fédéraux qui voulaient lui voler sa propriété. Donc ils avaient trouvé un prétexte, une histoire de tortue, il me semble. Ils avaient dit qu'il y avait une espèce de tortue qui était sur son terrain et que du coup, c'était une tortue qui devait être protégée ou qui voulait étudier je sais pas quoi. Enfin bon, je me rappelle plus du truc. Ils avaient trouvé un prétexte comme ça pour l'attaquer et le déposséder. Et apparemment, le mec il était assiégé. Il y avait des fédéraux qui l'encerclaient en fait. Parce que bon, bah forcément, ils voulaient pas lâcher l'affaire, il me semble. Et il y a des miliciens des alentours, et même d'assez loin alentours, hein, je crois que des États autour même, bah, ils se sont passés le mot, ils se sont coordonnés, et ils sont venus en masse, et ils ont encerclé les fédéraux. Ils les ont overpowered, et les mecs, bon, ils ont vu qu'en face, il y avait une telle résistance, ils ont lâché l'affaire. Ils se sont dit, bon, on va peut-être pas faire une guerre pour un ranch, on va laisser tomber. Et donc ils ont laissé le gars, quoi. Ils l'ont laissé tranquille. Donc il a été défendu par la milice contre l'État fédéral. Donc ouais, c'est important d'avoir des milices, hein. Moi je trouve que c'est la base. Tout le monde devrait avoir ce souci de défense. Je parle pas d'aller effectivement faire des actions ou quoi. Et au moins se préparer un minimum et se dire que bah voilà, oui, je peux bouger s'il y a un problème. Tu vois, c'est comme si tu as un pote qui a un problème avec quelqu'un, bah, s'il a besoin de t'appeler pour lui prêter renfort, tu vas lui dire ok, tu fais partie de son clan, s'il y a besoin de le défendre, tu vas, quoi. La milice, c'est un peu pareil avec ta zone géographique, on va dire. Tiens, encore une question training. CDM, combien de temps de repos entre chaque série? Bah, la tradition, c'est 2 minutes pour des séries moyennes, quoi, un peu longues. Et puis, en fait, plus c'est des séries longues et moins tu prends de repos, en fait, hein. Donc, quand tu es en force, que tu fais des triples, tu peux prendre 3 à 5 minutes de repos ou même plus. Voilà. Du coup, il faut faire des petits trucs pour pas refroidir entre ces séries-là. Et bon, en gros, plus tu prends lourd et plus ton repos va augmenter. Fabien, après toi, Matt, tu t'en fous, tu t'es libéré de tes chaînes d'esclaves. Il y a Full One en dessous qui répond, il les a juste desserrés un peu. Et ouais, il a raison. Moi, je suis loin d'être libéré, hein. Je suis encore un esclave quand même, hein. J'ai, on va dire, j'ai toujours eu ce souci d'éviter de me faire esclavagiser. Donc, je me suis développé comme ça assez naturellement. Ça fait que j'ai un peu plus de manœuvre. Tu vois, du fait d'être seul aussi, il y a des trucs. Même des petits trucs, comme juste avant, je te disais, je chauffe pas chez moi. Bon, ça, si t'as une meuf, c'est plus difficile déjà. Le mec vraiment qui est libéré, bah, c'est le mec qui arrive à se contenter du minimum, qui a éventuellement trouvé un moyen de bosser sans trop se faire enculer. Alors en général, ça implique d'être dans un pays où ils te foutent à peu près la paix. Parce que bon, maintenant, avec le voyage facile, prendre des avions et tout, bon, ça va, ça se fait quand même. Ça fait que les États sont en concurrence.
pour attirer les gens rentables économiquement. Et donc, bah, quand tu as des pays pourris comme la France qui se transforment en enfer fiscal, bah, t'en as qui sont assez, qui peuvent être mobiles, qui se barrent. Et même ceux qui sont pas mobiles, ils pensent à se barrer, ils commencent à étudier des moyens de faire ça, éventuellement. Et puis il y en a qui sont tenus par plein de trucs parce qu'ils ont leur famille, tout ça, c'est leur terre, ils veulent pas se casser et c'est bien normal. Donc bah, ils sont obligés de subir et c'est chiant pour eux. En général, ceux qui arrivent à se libérer, c'est ceux qui bougent. Alors pour ceux qui s'intéressent à ça, cherchez tout ce qui est Three Flag et Five Flag Theory ou Five Flag Strategy plutôt. Je crois que j'en avais déjà parlé. En gros, l'idée c'est t'as un pays de résidence fiscale. Donc c'est un pays qui est assez libre économiquement, hein, des pays comme le Chili, la Colombie, Hong Kong. Hong Kong, c'est peut-être moins maintenant. Enfin, je sais qu'Hong Kong, avant, tu avais tout le monde qui faisait des boîtes là-bas. Après, à voir selon chacun, hein, si tu as des origines d'un autre pays, que tu peux choper le passeport de là-bas et que c'est un pays qui peut bien te convenir, tu peux être résident officiel là-bas, faire 6 mois là-bas, 6 mois en France. Le principe du TWI ou Five Flag, en fait, c'est que, enfin, pour le 3 flag, tu as un pays de résidence, un pays où c'est ton terrain de jeu, où tu vas habiter, où tu vas, on va dire, tu vas avoir une bonne partie de ta vie, un pays dans lequel tu as ton business, parce que tu as des pays qui, qui veulent bien que tu aies un business chez eux, même si tu y habites pas. Et tu as des pays qui s'en foutent que tu aies des business ailleurs. C'est pas le cas de la France, hein. Si tu as un business à Hong Kong, mettons, il faut que tu le déclares, tout ça, c'est le gros bordel. Après, il y en a qui le font et puis ils déclarent pas et ils font ça en douce. Par contre, c'est illégal, quoi. Et voilà, donc l'idée c'est d'avoir un pays de résidence qui s'en fout que tu aies un business ailleurs, d'avoir un business dans un pays qui s'en fout que tu habites ailleurs, tu as tes deux flags, et après tu as ton pays où tu vas habiter, enfin, voilà. Par exemple, si tu veux être en France 6 mois par an, tu peux le faire. La France peut être ton terrain de jeu, et puis après, tu as ta maison dans le pays où tu as résidence, et tu as ton business dans encore un autre pays. Et après, il y a la Five Flag. Donc là, c'est avoir tes comptes bancaires dans encore un autre pays, comme par exemple la Géorgie, comme il était conseillé dans le rapport de Simon Black que j'avais acheté à Black Friday. Lui conseillait la Géorgie, pour lui c'était son pays favori. Et après le cinquième, je sais plus ce que c'est, je m'en rappelle plus. Mais bon, tu vois l'idée, hein. À 3 flags, t'as tes 3 pays et puis tu tournes avec ça. Et là, une fois que t'as ça, t'es libéré. Ça implique d'être légèrement nomade quand même, hein, pour être entre ton terrain de jeu et ton pays de résidence. Voilà, bon, ça peut être un peu chiant. Le plus simple, ça peut être d'être en 2 flags, hein, avoir ton pays de résidence et puis ton business ailleurs. Alors ensuite, on a l'invité mystère qui me parle de l'État, tout ça. Il me dit l'État c'est nous, machin, et il me sort l'exemple. Si toi tu as un cancer, tu seras bien content qu'il y ait la Sécu qui fasse que tu payeras pas un cent. Alors, ok, si j'ai un cancer, je débourse pas un cent. C'est bien. Mon problème actuel, c'est que j'ai pas de cancer et qu'on me demande de débourser pour si jamais un jour j'en ai un. Tu vois, bon, donc après, voilà, je rappelle simplement que le vol, c'est du vol. Après, il me ressort des trucs du même genre. Moi, je lui réponds, mais si tu veux un État, il n'y a pas de problème, t'as le droit de le faire. Moi, mon problème, c'est que les gens comme toi veulent m'obliger à faire partie de l'État. Et après, il en arrive à me sortir le fameux, ben, moi, je veux faire mon État. Toi, si ça te plaît pas, t'as qu'à partir dans un autre pays. Donc bah je lui réponds bah toi si t'aimes l'État t'as qu'à aller habiter en Corée du Nord. Et il dit ouais laisse tomber la discussion, c'est pas intéressant en fait, tu produis pas d'arguments et tout. Et bah mec, si tu trouves ce petit échange inintéressant ou crétin, remets-toi en question, hein, parce que toutes les réponses que je t'ai faites, bah pour te les faire, je me suis rabaissé à ton niveau intellectuel. Tu vois, je t'ai fait des réponses qui étaient au niveau d'Étienne, c'est-à-dire assez bas en fait, pour que tu puisses tu vois, pour que ce soit à peu près sur le même niveau de conscience, pour que tu puisses vaguement comprendre quelques trucs. Mais même ça, en fait, t'as pas capté. Donc, si t'as trouvé ça con ou inintéressant,
bah, je t'invite à aller dans ta salle de bain et puis tu réfléchis à ça en te regardant dans la glace. Testy Blood, pourquoi mon père il faisait 75 kilos de muscles pour 1,75 à 16 ans sans muscu et moi avec la muscu depuis un an, 69 kilos pour 1,85. En plus, il n'y a aucun grand dans ma famille. Hmm, aurais-tu des doutes? C'est vrai que dit comme ça, c'est douteux, hein, la situation là. En plus, bon, le côté 1,85, tu vois, ça fait penser à. Tu sais, il y a des. Enfin, il est dit, et même c'est des histoires qu'on voit, hein. Je pense on a tous vu au moins une fois un truc comme ça, où t'as soit la mère qui a le secret, qu'en fait elle est avec un mec, ils ont un fils et tout, mais en fait c'est pas lui le père. Soit les deux parents sont au courant, ça arrive aussi. Il y a eu une couille, tout ça, et ils le disent pas au fils. Ça se fait aussi. Et ouais, non, là, c'est vrai que c'est suspect. Surtout dans ce sens-là, tu vois, t'as une famille de petits et toi, t'es grand, ça peut faire penser à ça. Moins dans l'autre sens. T'auras une famille de grands, toi, tu serais petit, bon, tu peux te dire, il y a eu une couille, quoi. Là, non, je me poserais la question quand même à ta place. Youssef, salut, j'aime bien le raisonnement, la structure des arguments, tout ça. J'aimerais bien que tu nous donnes des livres ou des sources de l'éveil de la pensée, comment penser par soi-même et comment avoir conscience des automatismes du cerveau humain. Bon, alors, automatisme du cerveau humain, bon, ça, c'est des trucs un peu techniques et j'ai rien sur ça, en fait. Après, pour penser par soi-même, bah, en fait, il faut s'entraîner. Et parce que dès le moment où tu lis un, dès le moment où, enfin, s'il y avait un bouquin qui s'appelait Comment penser par soi-même, ça voudrait dire que, en fait, si tu le lis, tu penses pas par toi-même, tu prends les bouquins qu'il y a dans le livre. Donc le seul moyen, c'est de s'entraîner. Et le truc, c'est que, ben, comme je pense que c'est comme pour tout, si tu l'as jamais fait, ça doit être difficile. Donc il faut s'entraîner. Tu connais le dicton comme quoi il faut passer 10 ans à pratiquer un truc, souvent pour être bon, pour devenir un expert du truc. Bon, bah, si ça s'applique à penser soi-même aussi, ça veut dire qu'il y a du boulot et il faut passer beaucoup de temps à le faire. Ce qui empêche en aucune façon d'aller chercher des trucs à côté pour s'accélérer un peu. Et des fois, c'est mieux d'arriver aux réflexions toi-même, en fait, hein, que d'aller choper les idées directement dans des trucs. Voilà. Donc, il faut s'entraîner, c'est tout. Karim, comment ça se fait que tu as bossé en Algérie? C'était en sécu. Je faisais la sûreté sur les vols France-Algérie. Et donc, ben, on allait en Algérie tous les jours, quoi. On faisait des allers-retours. Ouais, dans la vidéo où j'avais parlé du vote, enfin du référendum qu'il y avait eu en Algérie là pour le pardon des terroristes. Après, il y a plein de mecs qui m'ont mis des coms pour dire que bon, les votes c'était truqué, qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient voté parce que sinon ça aurait fait que les mecs seraient restés planqués dans le maquis, ils auraient continué à faire leurs actions et tout. Bon, voilà, ils ont apporté plein d'éclairages sur le truc. Là, il y a Massinissa qui dit non, il n'y a pas 80%, les votes sont toujours truqués pour servir les désirs politiques. Là, il y a Sisensi qui dit renseigne-toi, les Algériens ont pardonné à ceux qui avaient pris le maquis, pas aux terroristes coupables de crimes. Voilà, ça, je savais pas. Ensuite, les 80%, je m'y fierais pas trop, c'est une décision de l'État qui allait mettre fin à cette guerre civile. Mais vu que c'est une décision impopulaire, on justifie avec un 80% au référendum. Jojo, année 2000-2004, lycée professionnel sur CAP, BEP, bac mécanique. Deux blancs-becs et que des maghrébins, il m'en reste des bons souvenirs, surtout les jets de figues dans la gueule de la prof de maths. J'ai conclu ma scolarité avec une forte connaissance du monde des primates. Et du coup, moi, je lui ai demandé, mais était-elle prémâchée? C'est vrai qu'on peut se demander. Les jets de figues dans la gueule de la prof, ouais, c'est- Il y a, il y a un genre de symbolique, quoi. Tu rigoles. Voilà, et je vais finir cette vidéo en espérant pouvoir la publier avant la fin de l'année avec une question de Triton Phaser, question training. Yoman, rien à voir avec cette vidéo. Moi, j'ai les deux genoux qui font un putain de bruit quand je les plie. Et à force, ça fait mal. Comment je fais pour muscler mes jambes?
Est-ce qu'on peut sans utiliser les genoux? Je pense pas. Alors, c'est foutu pour moi ou quoi? Eh ben, bon, déjà, premier truc, pour tous ceux qui ont mal aux genoux, ce serait de se demander qu'est-ce qui provoque ça. En fait, moi, je suis en plein dedans, hein, parce que depuis 2 ans, je testais des nouvelles positions sur le squat, et en fait, c'était pas bon, ça m'a niqué les genoux, hein. C'était des trucs qui étaient recommandés dans la plupart des bouquins de powerlifting et tout. Moi, j'ai testé, ça me convient pas, ça m'a fait mal aux genoux. Donc, en fait, depuis 1 an, j'avais des douleurs aux genoux quand j'étais en pleine amplitude. J'ai identifié le problème, j'ai arrêté de faire ça, et là, c'est en train de revenir. Donc, déjà, bon, éventuellement, se demander, est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais qui te fait mal aux genoux comme ça? Est-ce qu'il y a des exercices où tu aurais une sale position? Ou voilà. Qu'est-ce qui provoque ça? Il faut se demander. Donc ça, peut-être que l'ostéo peut t'aider à analyser le truc. Voilà, faut aller parler avec lui demander ce qu'il en pense, ce qu'il ressent sur tes genoux, tout ça. Et voilà, il faut se demander ça. T'as peut-être aussi des malformations. Peut-être que tu es un mutant. Peut-être que tu as quelque chose au genou qui fait que quand tu es sur certaines amplitudes ou quoi, ça te fait mal et puis juste c'est comme ça. Des fois, ça arrive. Donc il faut analyser tout ça. C'est quoi la cause? Ensuite, bon, si tu arrives à analyser, tu corriges le truc. En attendant, ben, li- on peut s'entraîner en limitant les amplitudes qui font mal. Ça sert à rien d'aller à pleine amplitude si t'as mal, alors qu'au-dessus, c'est bien. C'est sûr, c'est quand même un handicap, ça fait chier. En attendant, si ça te permet de t'entraîner, de faire du demi ou du quart de squat, par exemple, eh ben, fais ça. Ensuite, peut-on muscler les jambes sans utiliser les genoux? C'est possible. Tu peux faire la chaîne postérieure. Tout ce qui est, enfin, tu te mets jambes tendues, tu peux faire du deadlift en restant jambe droite. Ça te fait tous les ischios, le cul et tout. Après, c'est pour les quads où c'est difficile parce que t'as 3 faisceaux du quad, ils sont monoarticulaires. Donc là, la seule articulation qui est concernée par la plupart des faisceaux du quadri, c'est le genou. Donc pour faire le quad, ouais, t'es obligé de plier. Donc à voir si en amplitude limitée ça passe. Voilà, bon, c'est tout. Je rappelle à tous les primates que j'ai un site, wallmite.com. Tu peux aller voir des articles que j'ai écrits dessus. Tu peux t'inscrire à la mailing, comme ça tu reçois des nouveaux articles que je fais ou des fois des news de moi où je raconte certains trucs euh, qui sont méritables d'être mentionnés. Et force on fun, bon training, bonne puissance, à plus tout le monde.